J'ai caché mon identité pour travailler dans l'entreprise de mon mari. Un midi, j'ai bu dans sa tasse par erreur. Sa secrétaire m'a giflé en hurlant : « Comment osez-vous boire dans la tasse de mon mari ? » C'est là que mon mari est entré. « Vous avez vraiment eu le culot de boire dans la tasse de mon mari. » Une semaine après m'être infiltré dans l'entreprise de mon mari, mon identité cachée, j'ai été giflé par sa secrétaire juste pour avoir pris son gobelet pendant ma pause déjeuner. Elle n'en avait aucune idée. Le fait est que je suis la véritable propriétaire de cette entreprise, Innovatech, et qu'elle n'est rien d'autre qu'une briseuse de ménage essayant de séduire mon homme. Il est maintenant temps de remettre les choses à leur place. Je vais les faire pleurer des larmes de regret. Laissez-moi commencer mon histoire. J'ai rejoint l'entreprise de mon mari en gardant mon identité strictement confidentielle. Pendant ma pause déjeuner, j'ai machinalement bu une gorgée d'eau dans sa gourde. Soudain, sa secrétaire est arrivée en furie, exigeant de savoir comment j'avais eu l'audace de boire l'eau de mon homme sans permission. Ces mots ont fait pâlir mon mari. Cette entreprise était le couronnement du sang, de la sueur et des larmes de mon père, qu'il avait dédié toute sa vie à bâtir. Partant d'un minuscule garage d'assemblage de pièces électroniques caché dans une ruelle sinueuse de la Défense, mon père a mis tout son cœur à l'ouvrage, la faisant finalement devenir une gigantesque entreprise technologique sur le point d'atteindre une capitalisation boursière de 10 milliards d'euros. Le jour où mon père est décédé, le destin de cette fortune colossale et de milliers d'employés est lourdement tombé sur mes épaules. Pour une héritière protégée comme moi, qui avait mené une vie de brunch au country club et de stricte protection familiale, le fardeau était tout simplement trop lourd. C'est alors que Kevin Dubois est apparu comme un havre de paix. Un jeune cadre issu d'un milieu typique de la classe moyenne, il possédait d'excellentes compétences sociales et semblait profondément comprendre le lourd fardeau que je portais. Nous nous sommes mariés sous les regards envieux de tous ceux qui nous entouraient. J'ai confié l'entreprise, qui représentait tout ce que mon père défendait, à mon mari comme un cadeau précieux, choisissant volontiers de prendre du recul et d'être une épouse dévouée. Chaque jour dans notre vaste domaine à Neuilly-sur-Seine, j'ai mis tout mon cœur à m'assurer que sa garde-robe était impeccable et à préparer chaque repas. Je croyais que ma sincérité serait récompensée par un foyer paisible et un mari qui se donnerait corps et âme pour l'entreprise familiale de sa femme. Je lui ai confié tout le pouvoir de décision opérationnelle, ne conservant que le titre d'actionnaire majoritaire sur le papier. Cependant, la vie ne se déroule pas toujours comme prévu, et la cupidité humaine ne connaît pas de limite. Au cours de 3 ans, les voyages d'affaires de Kevin ont progressivement augmenté. Les nuits où il rentrait à la maison sentant l'alcool et un parfum inconnu se sont multipliés en même temps que le chiffre d'affaires de l'entreprise. Ses mots doux ont disparu, et il évitait souvent les dîners de famille et montrait de l'irritation, utilisant le stress du travail comme excuse. Mon intuition féminine s'est manifestée, déclenchant des signaux d'alarme. On dit qu'un couple marié est une seule entité. Ainsi, quand une femme voit quelque chose de suspect chez son mari, elle ne peut pas simplement fermer les yeux. J'ai décidé que je ne resterais plus assise à la maison à attendre ces mensonges. M'appuyant sur ma longue relation avec Sophie Durand, la directrice des ressources humaines qui travaillait là depuis l'époque de mon père, j'ai créé un faux CV et postulé à l'entreprise que je possédais en tant qu'assistante administrative ordinaire de niveau débutant. Comment mon mari gérait-il l'entreprise ? Comment traitait-il les employés ? Et quel genre de personne était-il vraiment quand je ne regardais pas ? Je voulais le voir de mes propres yeux. Le jour de ma prise de fonction, j'ai rangé tous mes vêtements de créateur coûteux au fond de mon placard. Au lieu de cela, j'ai porté une simple chemise blanche boutonnée et un pantalon bleu marine acheté dans une grande surface, et j'ai attaché mes cheveux fermement avec une pince à cheveux en plastique. À l'intérieur de ce gratte-ciel d'entreprise étincelant du centre-ville de Paris, personne n'a reconnu la silhouette de Chloé Leclerc, la véritable propriétaire d'Innovatech. La matinée s'est envolée avec des tâches subalternes comme la copie de documents, la préparation du café et le nettoyage des salles de conférence. L'après-midi, mon manager m'a demandé d'apporter un café glacé au bureau du PDG. En descendant le luxueux tapis rouge familier que j'avais l'habitude de parcourir en tenant la main de mon père quand j'étais enfant, portant un plateau de service, des émotions indescriptibles ont surgi en moi. L'épaisse porte en acajou du bureau du PDG était légèrement entr'ouverte, laissant échapper une mince raie de lumière.
Au moment où j'ai levé la main pour frapper, la voix que j'ai entendue de l'intérieur m'a figé sur place. Une voix féminine d'une douceur écœurante résonnait sur un ton aigu et aguicheur. J'ai immédiatement su que cette voix appartenait à Jessica Martin. La secrétaire célèbre pour sa silhouette époustouflante que Kevin avait personnellement embauchée 6 mois auparavant. Elle parlait sur un ton insupportablement gâté. Elle se moquait de l'épouse assise au foyer du PDG comme d'une femme inutile qui ne faisait que profiter de la gloire de son mari, se cachant dans le coin de la cuisine toute l'année sans savoir comment les affaires fonctionnaient. Elle se vantait fièrement d'être le bras droit compétent du PDG, une femme moderne qui méritait vraiment de réussir à ses côtés. Je suis restée figée sur place. Le plateau dans mes mains a tremblé légèrement. J'ai attendu silencieusement que Kevin réfute ces paroles, qu'il réprimande cette secrétaire arrogante et défende l'honneur de l'épouse qui lui avait confié tout l'héritage de sa famille. Mais aucune objection n'est venue. Au lieu de cela, le rire grave de Kevin a résonné de manière moqueuse. Il était d'accord avec les mots de sa maîtresse. Il m'a critiquée comme une femme ennuyeuse, contrainte par des valeurs démodées et absolument fastidieuses. Il s'est plaint que vivre avec moi était comme vivre avec un mur de briques. Il a promis à Jessica un avenir avec des mots doux, affirmant qu'il n'avait enduré toutes ces années que pour le titre de fille du fondateur et pour gagner la confiance du conseil d'administration. Il lui a dit que si elle attendait encore un peu jusqu'à ce que tout soit réglé, il me mettrait à la porte, lui donnerait un poste important et l'introduirait dans la haute société. Le café glacé sur le plateau a violemment tremblé, et quelques gouttes se sont répandues sur le dos de ma main. Un froid glaçant s'est répandu dans tout mon corps. Chaque mot des 2 personnes à l'intérieur est devenu une lame tranchante, déchirant en lambeaux ma confiance et ma dévotion folle des 3 dernières années. Pour eux, ma sincérité n'était qu'une cible de ridicule. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dégluti la boule dure dans ma gorge. Je n'ai absolument pas versé une seule larme. À mon âge, je ne pouvais pas crier et pleurer comme une enfant naïve face à une trahison qui avait jeté aux oubliettes toute compassion et toute décence. Mon esprit est devenu étrangement, douloureusement clair. J'ai tendu ma main froide, poussé avec force la porte en acajou et suis entrée. La porte s'est ouverte en grand, et un bruit sourd a résonné dans tout le bureau vide. Les 2 personnes à l'intérieur se sont hâtivement éloignées l'une de l'autre comme si un voleur avait été pris sur le fait. Kevin, qui caressait les cheveux de Jessica, a retiré frénétiquement sa main et a fait semblant d'ajuster sa veste de costume coûteuse pour dissimuler la situation. Jessica a sauté du canapé, le visage fortement maquillé devenant livide. Cependant, quelques secondes plus tard, en voyant le badge d'employée débutante à mon cordon, elle a immédiatement retrouvé son expression arrogante et m'a dévisagé avec des yeux de dague. Je n'ai montré aucune émotion et suis entrée avec un visage impassible. J'ai intentionnellement fixé mon regard sur le sol moquetté et coûteux. J'ai parfaitement joué le rôle d'une nouvelle employée timide, terrifiée par l'autorité de ses supérieurs. J'ai approché du grand bureau en marbre et j'ai délicatement posé le café glacé sur un dessous de verre. Jessica s'est éclairci la gorge, s'est approchée et a claqué sa paume avec force sur le bureau du PDG. Elle m'a attaqué sur le ton le plus arrogant possible. Elle m'a réprimandé bruyamment, me demandant si c'était la norme de travail pour le service administratif. Elle m'a crié dessus parce que je ne savais pas frapper avant d'entrer dans le bureau du PDG et que je manquais de discernement pour voir ce que faisait le PDG. Pointant mes vêtements, elle a critiqué mon apparence minable pour avoir sali l'espace de travail haut de gamme du PDG. Elle a menacé de signaler mon attitude irrespectueuse au RH et de faire réduire ma paie. J'ai baissé la tête et j'ai simplement dit que j'étais désolée, reculant comme une employée réprimandée. Au moment même où elle a pointé son doigt vers mon visage, la lumière du lustre en cristal au plafond s'est reflétée sur l'anneau à son doigt et a transpercé mes yeux. J'ai levé les yeux et les fixé intensément. Mes pieds se sont enracinés dans le tapis, incapables de bouger, et tout mon corps s'est figé dans un froid horrifiant. Jessica portait une grande bague en diamant, mais ce n'était pas une pièce standard que l'on pouvait acheter dans une bijouterie ordinaire. Une rose en or blanc s'enroulant autour d'un diamant bleu central avec une courbe exquise sculptée à l'arrière. C'était un design que j'avais dessiné moi-même, passant de nombreuses nuits blanches à le perfectionner.
C'était le design exact de ma bague de 3e anniversaire que je gardais précieusement cachée dans le mur, dans le coffre-fort de ma maison. Je prévoyais de commander à un bijoutier du quartier des bijoutiers de Paris de la fabriquer le mois prochain. Pourquoi mon design top secret se trouvait-il à la main de cette jeune maîtresse sous la forme d'une vraie bague? Il n'y avait qu'une seule réponse. Kevin avait secrètement découvert le code de mon coffre-fort, l'avait ouvert sans permission, volé le design imprégné du sang et de la sueur de sa femme, et l'avait donné à une autre femme. Cette trahison n'était plus une simple liaison, confier le design de bijoux personnalisé de sa femme à sa maîtresse, insulter sa femme dans son dos et promettre un avenir à une tierce personne. Toutes ces actions dépassaient largement la ligne de l'infidélité ordinaire. J'ai réalisé une vérité encore plus terrifiante. Il n'avait pas seulement une romance secrète dans mon dos. Il tramait une conspiration méticuleuse et malveillante. Jessica n'était pas le genre de femme qui s'infiltrait dans le mariage de quelqu'un d'autre juste pour un sac à main fantaisie. C'était une prédatrice rusée attendant le jour de chasser la véritable propriétaire et de tout prendre pour elle. Aveuglé par la richesse, Kevin prévoyait d'engloutir tout l'empire Innovatech, que mon père avait construit avec son sang et sa sueur, avec sa maîtresse. Je me suis retournée et j'ai quitté la pièce, fermant la porte aussi discrètement que possible. En descendant le couloir vide, j'entendais clairement le son de mes propres talons résonner sur le froid marbre du sol. La colère qui avait initialement éclaté a complètement disparu. À sa place, une logique terrifiante de calme et d'acier a rempli mon esprit. L'ennemi avait révélé ses vraies couleurs de la manière la plus effrontée. Je ne pouvais plus être une épouse soumise, un paillasson. Je devais protéger l'héritage de mon père de mes propres mains. Quoi qu'il en coûte, je leur montrerais clairement que la fille de ce fondateur n'était pas une femme faible que l'on pouvait facilement piétiner. Cette bataille de vie ou de mort a officiellement commencé au moment où cette épaisse porte en acajou s'est refermée. L'heure du déjeuner au siège d'Innovatech était le moment le plus animé de la journée. La spacieuse cafétéria d'entreprise au 6e étage était clairement divisée en 2 zones, reflétant parfaitement la structure de pouvoir de l'entreprise. Un côté était rempli de tables et de chaises standards pour des centaines d'employés ordinaires, tandis que l'autre côté était un espace luxueux avec des canapés en cuir haut de gamme et un éclairage chaleureux réservé aux cadres et aux directeurs. C'était l'endroit où la hiérarchie de l'entreprise était la plus ostensiblement affichée. Portant un simple plateau, j'ai traversé les tables remplies de rires animés. Mon regard n'était pas sur la nourriture, mais dirigé vers la zone avec les canapés en cuir. Jessica était assise là, les jambes croisées avec arrogance comme une reine. Plusieurs cadres la courtisaient, lui servant de la nourriture, lui versant de l'eau et répondant à tous ses besoins. Sur la luxueuse table en verre devant elle se trouvait un gobelet Yeti noir mat et élégant, exquisément gravé des initiales de mon mari. Au moment où j'ai vu ce gobelet, quelque chose a bouilli au fond de mon estomac. C'était le gobelet que j'avais spécialement commandé à un artisan étranger. Faisant graver les initiales de Kevin dessus afin qu'il puisse l'emporter au travail tous les jours. Pour une simple secrétaire de placer fièrement l'objet hautement personnel du PDG sur sa table devant une foule de cadres était une affirmation de propriété flagrante et éhontée. Ils n'avaient plus peur de rien. Ils exhibaient leur sale relation en plein jour. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer mon cœur battant. J'ai soudainement changé de direction et j'ai marché audacieusement vers la zone des cadres. En passant devant la table de Jessica, je me suis intentionnellement arrêtée. Les regards de ceux qui la courtisaient se sont instantanément tournés vers moi avec un mélange de malaise et de mépris. Pour une humble employée, entrer dans la zone VIP était une violation des règles tacites ici. J'ai calmement posé mon plateau sur la table vide à côté de la sienne, j'ai tendu la main et j'ai saisi ce gobelet noir mat. Puis j'ai soulevé le couvercle et j'ai bu une grande gorgée. À l'intérieur se trouvait le café infusé à froid qui était encore parfaitement glacé. Le goût familier préparé de mes propres mains tôt ce matin, s'est répandu sur ma langue. L'air autour de nous s'est figé en un instant. C'était comme si un vent glacial avait balayé les lieux. Les yeux des cadres se sont écarquillés, leurs bouches sont restées ouvertes, et ils ont regardé avec incrédulité la scène irrespectueuse qui se déroulait devant eux. Les yeux fortement maquillés de Jessica se sont inclinés vers le haut, et son visage est devenu rouge vif de rage. Sa fierté avait été brutalement piétinée.
Elle s'est levée violemment, a claqué mon plateau avec force et l'a fait tomber par terre. Le son de la céramique brisée a résonné dans toute l'immense cafétéria. La nourriture s'est éparpillée dans toutes les directions sur le sol carrelé. Chaque employé qui mangeait bruyamment s'est retourné sous le choc. Toute la cafétéria est tombée dans un silence de mort. Avec seulement la musique de fond jouant faiblement comme une bête sauvage, Jessica s'est précipitée et m'a giflé de toutes ses forces sans hésitation. Une gifle sèche et perçante a retenti. Ma joue gauche est immédiatement devenue chaude et engourdie. La force était si forte qu'une de mes oreilles a sifflé, et j'ai chancelé d'un demi-pas en arrière pour garder l'équilibre. Le léger goût de sang s'est mêlé au goût amer du café dans ma bouche. Les mains sur les hanches, Jessica a pointé mon visage du doigt portant ce design de bague en diamant volé. Elle a commencé à crier dans le langage le plus vulgaire et insultant. Elle m'a traité d'employée sale et ignorante qui ne connaissait pas sa place, demandant comment j'osais toucher la propriété personnelle du PDG. Devant des centaines d'employés qui regardaient, elle a hurlé que l'eau appartenait à son mari. Elle a crié qu'une créature humble comme moi n'avait même pas le droit de toucher un seul morceau de ce gobelet. Toute la cafétéria a halté. Personne n'a essayé de me défendre. Ils m'ont simplement regardé avec un mélange de pitié et de terreur envers la jeune maîtresse du PDG. Je me suis redressée et j'ai lentement essuyé le sang du coin de ma bouche avec le dos de ma main. La douleur physique ne me dérangeait pas du tout. En fait, cette gifle intense était le catalyseur parfait que j'attendais depuis tout le matin. L'arrogance et la stupidité de Jessica avaient atteint leur paroxysme, et elle venait de creuser sa propre tombe devant toute l'entreprise. Les employés se sont inconsciemment écartés sur les côtés, créant un petit chemin. Le regard de tous s'est déplacé simultanément vers les ascenseurs. Kevin se précipitait de l'entrée de la cafétéria, paniqué. Le bruit des assiettes cassées et les cris aigus de sa maîtresse devaient l'avoir atteint le couloir. En tant que chef de l'entreprise, il devait apparaître pour contrôler la situation et maintenir la dignité du comité de direction. Le visage de Kevin montrait initialement une pure irritation. C'était le visage d'un cadre dont la précieuse pause déjeuner avait été interrompue par une agitation de subordonnés. Il a traversé la foule avec une présence imposante et a marché vers le centre de la perturbation. Au moment où son regard colérique a balayé le sol, gâché par la nourriture, et s'est posé sur la femme debout, tenant sa joue rouge et enflée, les pieds de Kevin se sont arrêtés net comme s'il avait marché sur une mine. Le sang s'est entièrement retiré de son beau visage. Il est devenu pâle comme un fantôme. Ses pupilles se sont rétrécies en points, fixées sur mon visage sans émotion. Le PDG autoritaire s'est figé comme une statue de pierre debout au milieu d'un hall. Ses bras, pendant le long de son corps, ont commencé à trembler violemment, et ses doigts se sont crispés en poing dans un spasme de terreur extrême. Aveuglée par le pouvoir, Jessica n'a pas du tout remarqué le changement terrifiant dans l'expression de son homme bien-aimé. Enhardie par l'arrivée de son puissant soutien, elle a parfaitement joué le rôle de la victime. Elle a couru, s'est accrochée au bras de Kevin, a pressé sa poitrine contre son épaule et a parlé d'une voix plaintive, en me désignant du doigt. Elle lui a hurlé d'appeler la sécurité tout de suite et de jeter cette folle hors du bâtiment. Elle a pleuré que j'avais ruiné sa réputation en public et qu'une employée qui ne connaissait pas sa place s'était immiscée dans les affaires personnelles du PDG juste pour attirer son attention. Cependant, Kevin a fait la sourde oreille aux paroles de sa maîtresse. Il n'a pas répondu, et n'a montré aucun signe d'essayer de la consoler comme si une faucheuse l'étranglait. Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme un poisson hors de l'eau, mais il ne pouvait prononcer un seul mot cohérent pour contrôler la situation. Ses yeux étaient remplis de choc et de confusion extrême alors qu'il me regardait simplement. Il savait trop bien qui était exactement cette femme debout devant lui, portant une simple chemise blanche et venant d'être giflée par sa maîtresse. La personne debout au centre de ce chaos n'était pas une assistante administrative anonyme. C'était Chloé Leclerc, la véritable propriétaire du siège de PDG qu'il occupait, et la détentrice de toutes les actions de contrôle de l'Empire Innovatech. Et surtout, elle était son épouse légale, celle qu'il croyait attendre sagement à la maison pour lui servir le dîner. J'ai retiré ma main de ma joue gauche, exposant pleinement les marques de 5 doigts laissées clairement sur ma peau pâle. J'ai tenu ma tête haute et j'ai regardé droit dans les profondeurs des yeux de Kevin, qui tremblait violemment.
Les coins de ma bouche se sont lentement courbés en un sourire froid et méprisant. Ce sourire était une sentence de mort indéniable pour sa carrière et sa réputation. Je n'ai pas pleuré, et je ne me suis pas précipitée sur lui comme une folle pour lui tirer les cheveux. Avec un silence aussi tranchant qu'une lame, j'ai sectionné un par un les nerfs paniqués du traître. Kevin a fait un pas en arrière et a dégluti difficilement. Des perles de sueur froide se sont formées sur son front. Leur sale jeu de cache-cache était terminé. À partir de maintenant, c'était moi qui tenais les rênes de ce jeu de vie ou de mort. L'air dans la cafétéria était tendu comme la corde d'un arc sur le point de rompre. Des centaines de personnes retenaient leur souffle en regardant ce drame incroyable se dérouler. Jessica a continué à taper ses talons hauts sur le sol et à secouer violemment le bras de Kevin. Elle a exigé qu'il me vire sur le champ pour faire de moi un exemple pour les autres employés. Quand Kevin est resté là, comme si son âme avait quitté son corps, pâle et sans voix, Jessica a tapé du pied et s'est jetée sur moi pour me gifler à nouveau dans un accès de rage. Cette fois, Kevin était vraiment terrifié. Réalisant l'horrible conséquence qui était sur le point de se produire, ses instincts de survie se sont déclenchés. Il a saisi fermement le bras de Jessica. La force était si forte qu'elle a perdu l'équilibre et a failli tomber en arrière. Jessica a fusillé Kevin du regard sous le choc, lui hurlant de s'être mis en travers du chemin pour donner une leçon à cette effrontée irrespectueuse. Son arrogance d'une folie inimaginable l'a transformée en la pire actrice d'une comédie de bas étage, se rendant ridicule devant tout le monde. J'ai levé la main, glissé ma frange en désordre derrière mon oreille, redressé ma posture et élevé la voix. Mes mots ont résonné fort, lentement et clairement, m'assurant qu'aucune syllabe ne serait manquée par les centaines d'employés rassemblés dans la cafétéria. J'ai regardé droit dans le visage de Jessica et j'ai souligné que le titre de mari qu'elle venait de crier fièrement en public était entièrement prématuré et incorrect. J'ai parlé avec une détermination d'acier. L'épouse légale du PDG Kevin Dubois, la seule personne dont le nom figure sur le certificat de mariage délivré par l'État, et l'incontestable belle-fille de la famille Dubois, est une personne complètement différente. Puisque vous n'êtes essentiellement qu'une tierce partie et on est venu détruire le mariage de quelqu'un d'autre, de quelle autorité légale exigez-vous qu'un employé soit licencié ici? De quelle autorité vous pavanez-vous en agissant comme si l'empire Innovatech était votre propriété personnelle? Une réaction explosive a éclaté parmi les employés. Un tollé massif a résonné comme une ruche frappée. Les informations que je venais de lâcher dépassaient l'imagination de ces employés de bureau ordinaires. Les regards qui étaient initialement sympathiques envers moi se sont maintenant tournés vers Jessica avec un mélange de curiosité intense, de mépris et de moquerie flagrante. Le titre de future épouse du PDG, qu'elle avait désespérément construit en jetant de l'argent par les fenêtres, s'est brisé en morceaux en un instant, devenant des éclats d'humiliation qui ont déchiré sa dignité. Kevin tremblait tellement de peur que ses dents claquaient. Il ne pouvait plus me regarder droit dans les yeux. La terreur extrême de perdre le poste de PDG, de perdre les fonds massifs qu'il avait détournés, et de perdre toute sa réputation a complètement submergé la petite fierté d'un homme infidèle. Jessica se démenait et criait pour qu'il s'explique clairement. Mais Kevin a serré son poignet fermement avec une force brutale et l'a traîné hors de la cafétéria. Comme des criminels fuyant un incendie massif qui réduisait tout en cendres, j'ai vu disparaître les dos pathétiques et lâches des deux traîtres. J'ai enlevé une légère tache de saleté de la manche de ma chemise blanche. Ma première contre-attaque a parfaitement atteint sa cible. Leur fausse fierté a été impitoyablement piétinée devant toute l'entreprise. Mais dans mon cœur, je savais très bien que ce n'était que le prologue. Ce niveau d'humiliation publique était un prix bien trop clément à payer pour le sang et la sueur de mon père qu'ils essayaient de détruire chaque jour. Je me suis éloignée avec audace et fermeté à travers les regards étonnés de la foule, me préparant à lancer le prochain filet légal. Même après que les silhouettes terrifiées de Kevin et Jessica aient disparu derrière les portes de l'ascenseur, l'atmosphère de la cafétéria est restée sous le choc. Sophie Durand, la directrice des RH, s'est rapidement glissée hors de la foule et m'a tiré par la main vers un coin près de l'escalier de secours. Sophie était une femme d'âge mûr qui avait marché aux côtés de mon père depuis les débuts de l'entreprise. Elle avait une personnalité douce, privilégiait toujours l'harmonie et essayait d'éviter les conflits internes. Lâchant ma main, Sophie a soupiré profondément, son visage mêlant inquiétude et pitié.
Elle a baissé la voix et m'a conseillé de retourner vite à mon bureau, d'écrire ma lettre de démission cet après-midi, et de partir aussi vite que possible pour éviter le désastre. Selon elle, Jessica n'était pas seulement la maîtresse préférée du PDG. Elle avait le pouvoir de manipuler les RH et était une personne qui écrasait sans pitié quiconque se mettait sur son chemin. Sophie m'a dit que j'avais fait quelque chose de stupide en jetant de l'huile sur le feu. Elle a dit, une humble employée de niveau débutant ne pourrait absolument jamais riposter contre ceux qui exercent le pouvoir exécutif. J'ai écouté en silence. Je comprenais la sincère inquiétude de Sophie, mais elle n'avait aucune idée de qui était vraiment cette petite femme debout devant elle, ni du genre de lignée inébranlable qu'elle avait hérité. Au lieu de me justifier, j'ai tranquillement sorti mon smartphone de la poche de mon pantalon. J'ai allumé l'écran et j'ai lu le fichier audio que j'avais secrètement enregistré plus tôt. Les insultes vulgaires de Jessica, le son de l'assiette se brisant sur le sol, et le claquement sec de la gifle sur ma joue. Toute la progression du conflit était enregistrée avec une clarté frappante. L'audio était si clair que l'on pouvait même entendre sa respiration meurtrière lorsqu'elle a levé la main. Après avoir écouté l'enregistrement, Sophie est devenue pâle, ses lèvres tremblantes, incapable de prononcer un autre mot pour m'arrêter. Ayant travaillé longtemps dans les RH, elle savait exactement à quel point les implications juridiques de cette preuve d'agression et de harcèlement au travail étaient graves. J'ai remis mon téléphone dans ma poche, j'ai fait un léger signe de tête de gratitude à Sophie et je me suis dirigée vers un petit bureau isolé au bout du couloir du 3e étage. Le bureau sentait le vieux papier, l'encre d'imprimante et l'air suffocant des documents empilés. J'ai tiré une chaise pivotante devant un vieil écran d'ordinateur et je me suis assise. J'ai branché une clé USB contenant des données personnelles cryptées dans le port. L'écran de l'ordinateur a clignoté. J'ai créé des dizaines de dossiers cryptés, j'ai soigneusement copié le fichier audio et je l'ai clairement nommé preuve 1, exposition publique de relations inappropriées et agression au travail. La première étape du plan pour vaincre les voleurs était réussie. Je me suis juré que je ne me battrais jamais comme une souillon, échangeant des coups physiques ou déchirant des vêtements dans la rue. Je suis la seule héritière du défunt fondateur qui a bâti une entreprise de plusieurs milliards d'euros avec une intelligence extraordinaire et un esprit d'acier. J'utiliserai des lois transparentes, les règles brutales du marché libre et des preuves irréfutables pour reprendre tout ce qui m'appartenait. Il pensait probablement que j'étais une fleur fragile de serre qui vivait en s'appuyant sur l'ombre de son mari. Ils ont fait une erreur monumentale. Au moment où la ligne finale serait franchie, je deviendrais un ouragan et j'anéantirais toute la corruption dans cette entreprise. Le premier filet était parfaitement jeté. Le filet pour attraper les rats dévorant l'héritage de mon père. Mon père était un homme d'affaires visionnaire qui pouvait prévoir toutes sortes de pièges imprévisibles dans le monde de l'entreprise avant son décès. Avant de tomber malade, il m'a discrètement appelé dans son bureau et m'a secrètement remis un compte d'administrateur système de premier ordre. C'était une porte dérobée numériquement cryptée dont même le directeur technique actuel de l'entreprise ne connaissait pas l'existence. Ce niveau d'accès suprême me permettait de visualiser et d'extraire toutes les données au sein d'Innovatech, des emails internes aux grands livres comptables, sans laisser la moindre trace électronique. Tard cet après-midi-là, quand le bureau administratif s'était vidé, je me suis assise seule dans un coin sombre de la pièce. J'ai connecté le dispositif de décryptage à l'ordinateur et j'ai entré le mot de passe complexe de 64 caractères. L'écran est immédiatement passé à une interface d'administrateur silencieuse avec du texte vert apparaissant sur fond noir. La fonction de recherche a été activée. J'ai commencé à passer au peigne fin chaque enregistrement de mail, journal de messagerie interne d'entreprise et système d'approbation des dépenses des 3 dernières années depuis que Kevin a pris le pouvoir. Les chiffres et les documents affichés à l'écran me faisaient l'estomac se nouer et se tordre de dégoût. La cupidité humaine était plus brutale que n'importe quelle arme. J'ai téléchargé tous les reçus de paiement pour les suites présidentielles dans les hôtels 5 étoiles du centre-ville. Reçus pour des sacs à main coûteux en cuir de crocodile, reçus pour des montres en diamant. Toutes ces dépenses de divertissement luxueuses étaient intelligemment déguisées par Kevin en frais de représentation d'entreprise, détournant sans vergogne les fonds de l'entreprise. De plus, même dans les messages professionnels via le système interne, ils utilisaient des mots de code et s'appelaient sans vergogne, chérie, et mon amour.
J'ai rassemblé tous ces matériaux et les ai sauvegardés dans un dossier sécurisé nommé preuve de détournement de fonds de l'entreprise. La corruption ne s'arrêtait pas à l'utilisation de fonds d'entreprise pour entretenir une maîtresse. J'ai creusé plus profondément dans le flux de capitaux pour les projets d'investissement conjoints. Des millions d'euros d'Innovatech affluaient directement vers 3 sociétés de médias indépendantes nouvellement créées sous le couvert de contrats de promotion de marque personnellement signés par Kevin. J'ai copié les numéros d'identification fiscale, SIREN, et j'ai immédiatement effectué une recherche sur ces 3 entités via le registre du commerce et des sociétés de Paris. Le voile secret a été déchiré. Le PDG enregistré pour ces 3 sociétés écrans était exactement le même, partageant la même adresse résidentielle et correspondant parfaitement aux identités du frère et de la mère biologique de Jessica Martin. Les fonds de revenus essentiels de la corporation étaient intelligemment, systématiquement et massivement détournés. Ce n'était plus seulement une question de mœurs familiales dégradées. Il s'agissait de fraude par virement bancaire et d'une violation intentionnelle des réglementations fédérales, entraînant de lourdes pertes financières. J'ai soigneusement pris des captures d'écran de tous les relevés de transactions bancaires et des faux contrats, les sauvegardant comme preuve. 3. Transfert frauduleux d'actifs par conspiration. Leur crime était exposé au grand jour, plus que suffisant pour les envoyer dans un pénitencier fédéral pour des décennies. À chaque dossier sale que je parcourais, je sentais que ma patience au cours des 3 dernières années avait été une insulte insupportable à l'héritage de mon père. Lorsque toutes les preuves financières ont été sécurisées sur la clé USB cryptée, j'étais sur le point de me déconnecter du système lorsque je me suis soudainement souvenu d'un autre secret. Avant son décès, pour éviter la fuite de technologies essentielles par des espions d'entreprise, mon père avait personnellement ordonné à son équipe technique de confiance d'installer une microcaméra cachée à l'intérieur du lustre du bureau du PDG. Cet appareil fonctionnait indépendamment et envoyait les données directement à un serveur de stockage privé séparé. Ironiquement, aujourd'hui, ce système de sécurité de pointe est devenu l'outil le plus puissant pour arracher les masques bestiaux des personnes avec lesquelles la fille bien-aimée de mon père traitait. Je me suis connecté au serveur de stockage de données de la caméra et j'ai soigneusement filtré les images des 3 derniers mois. En avançant rapidement les images de réunions ennuyeuses, mon doigt s'est arrêté sur une vidéo spécifique enregistrée tard dans la nuit il y a 2 mois. Sur l'écran haute définition, Kevin et Jessica étaient clairement visibles. À l'intérieur de ce bureau sacré, ils s'embrassaient et flirtaient sur le coûteux canapé en cuir qui valait des dizaines de milliers d'euros. L'audio enregistré était d'une clarté cristalline. Jessica caressait constamment la poitrine de Kevin, le suppliant de sa voix d'une douceur écœurante de chasser rapidement le poids mort à la maison et de l'accueillir officiellement. Elle se plaignait de haïr d'être l'amante dans l'ombre et de ne pas vouloir partager son homme avec une autre femme. Kevin a embrassé le cou de sa maîtresse et lui a promis sur un ton plein de conviction. Ces mots étaient si cruels et méprisables qu'ils m'ont donné des frissons dans le dos. Il a dit qu'il travaillait sans relâche pour obtenir un investissement massif de capital sommet. Il a souligné à sa maîtresse que dès que les centaines de millions de nouveaux fonds atteindraient les comptes de l'entreprise, il utiliserait les sociétés écrans pour vider complètement les actifs essentiels et laisser Innovatech comme une coquille vide endettée. Il a déclaré qu'une fois tous les actifs extraits, il utiliserait tous les moyens nécessaires pour me forcer à signer les papiers du divorce et me voler jusqu'au dernier sou. Il qualifiait l'épouse avec qui il partageait sa vie d'obstacle insensé qu'il fallait jeter à la poubelle. Cette vidéo de 15 minutes était la preuve la plus brutale exposant les ambitions sauvages de ces bêtes. J'ai sauvegardé toutes les séquences haute définition et je les ai nommées preuves de conspiration pour la prise de contrôle de l'entreprise. Fixant l'écran d'ordinateur assombri, j'ai senti les derniers lambeaux de mon mariage se consumer en cendres. Il n'y aurait aucun pardon. J'ai retiré la clé USB de l'ordinateur et l'ai glissée profondément dans une poche cachée de mon sac à main. Les filets étaient tendus sur tous les chemins. Il était maintenant temps de remonter la grosse prise. Traîner les méchants à la lumière de la justice et leur faire payer le prix de leurs crimes. À l'approche du crépuscule, les lampadaires ont commencé à s'allumer un par un. Après le travail, je ne suis pas rentré directement au domaine de Neuilly-sur-Seine. J'ai hélé un taxi et je me suis dirigé vers un club privé exclusif caché derrière de vieux arbres ombragés dans une rue tranquille de Paris. Au fond du salon, imprégné du parfum de bois vieilli et de cigares coûteux, Robert Moreau,
mon avocat, m'attendait déjà à une table en acajou. Robert n'était pas seulement un avocat d'affaires chevronné avec une immense expérience dans le monde des affaires, mais il était aussi un ami de confiance qui avait traversé des épreuves de vie et de mort aux côtés de mon père lorsqu'il a d'abord construit l'entreprise. Il dirigeait actuellement l'équipe juridique indépendante d'Innovatech, assurant l'équité et la transparence de toute la corporation. Je suis entré dans la salle privée, j'ai salué l'avocat respecté et j'ai délicatement posé la clé USB contenant les données sur la table. À voix basse, j'ai résumé les événements horribles qui s'étaient produits au déjeuner aujourd'hui et j'ai demandé à Robert de consulter les preuves financières et les séquences de surveillance directement sur son ordinateur portable. Le regard calme et expérimenté de l'avocat vétéran s'est transformé en une colère féroce en voyant les relevés méticuleux de transfert de fonds illégaux, plus particulièrement, l'ambition impitoyable de Kevin dans la vidéo. Dans un accès de rage, il a claqué sa main vieillie sur la table en acajou. Il a traité Kevin de traître ingrat et bestial qui mordait la main qui le nourrissait. J'ai versé une tasse de thé chaud et l'ai tendu à l'avocat des deux mains, conservant un comportement résolu et calme. J'ai expliqué un plan opérationnel clair et sans compromis. Le premier objectif était de chasser Kevin d'Innovatech sans un sou et de le faire compenser toutes les pertes. Le deuxième objectif était de restaurer mon statut d'actionnaire majoritaire incontesté et de reprendre le contrôle complet de l'entreprise avant l'accord d'investissement. Le dernier objectif était de finaliser les plaintes pénales, de traîner Jessica et les complices impliqués dans le réseau de sociétés écrans devant le tribunal fédéral, et de les faire payer pour leurs crimes. Robert a accepté sans condition, un regard d'admiration dans ses yeux alors qu'il voyait la forte ressemblance avec mon défunt père. Il a promis de rester au bureau toute la nuit pour rédiger personnellement une requête en divorce unilatéral dans les conditions les plus dures et de soumettre simultanément un rapport confidentiel demandant un gel des actifs au comité d'audit immédiatement. Nous avons fixé l'heure de faire tomber la guillotine à la réunion extraordinaire du conseil d'administration convoquée tôt demain matin. J'ai remercié Robert et j'ai quitté le club privé avec l'état d'esprit d'une guerrière se dirigeant vers le champ de bataille le plus éprouvant de sa vie. Quand l'horloge a sonné 22 heures, mon VTC s'est arrêté devant les grandes portes en fer du vaste domaine de Neuilly-sur-Seine. Cette maison était autrefois le sanctuaire dont je rêvais. Mais maintenant, ouvrir la porte et entrer, c'était comme pénétrer dans le cimetière où j'avais enterré ma jeunesse radieuse, me donnant des frissons. J'ai traversé le hall d'entrée et je suis entré dans le vaste salon. Kevin était assis sur un canapé coûteux. Le cendrier sur la table en verre débordait de mégots. En me voyant, il a éteint précipitamment sa cigarette et s'est rapidement levé avec ce sourire doux et faux familier sur son visage. Il s'est précipité vers moi et m'a proposé une poche de glace et de la crème de premier secours. D'une voix très douce et le visage plein de culpabilité, il a expliqué que l'incident dans la cafétéria au déjeuner n'était qu'un énorme malentendu. Il a commencé à rejeter toute la faute sur sa maîtresse. Il a affirmé que Jessica était impulsive et qu'à cause de sa jeunesse et du stress du travail, elle avait agi de manière irrespectueuse sans réfléchir. Il a juré que lorsqu'il irait au bureau demain, il la réprimanderait sévèrement, la ferait s'excuser publiquement et restaurerait mon honneur et ma dignité. Il a joué le rôle d'un mari impuissant dont le cœur était déchiré, voyant sa femme bien-aimée brimée par une employée. Je suis resté là, les bras croisés, ne faisant aucun geste pour accepter la poche de glace souillée. Je suis juste resté immobile et j'ai patiemment regardé sa performance pathétique suivre son cours. Quand ses mots se sont éteints, je lui ai demandé d'une voix aussi froide que l'acier, « Qu'entendez-vous exactement par malentendu ? Voulez-vous dire le malentendu selon lequel vous avez ouvert mon coffre-fort mural et transformé mon design personnalisé pour notre bague d'anniversaire en une bague de fiançailles pour votre maîtresse ? Ou le malentendu selon lequel vous avez créé 3 sociétés écrans à Paris pour détourner des fonds de l'entreprise et que vous avez comploté pour divorcer de moi et me chasser sans un sou ? » Entendant des mots qui voyaient à travers son âme, Kevin est resté paralysé sous le choc, laissant tomber la poche de glace sur le tapis. Le doux sourire qu'il avait forcé sur son visage s'est figé instantanément, et ses yeux se sont écarquillés de terreur. J'ai lentement ouvert mon sac à main, j'ai sorti une pile de photographies couleur vivement imprimées et je les ai jetées sur la table en verre. C'étaient des captures d'écran prises des images de la caméra cachée le montrant en train d'embrasser cette secrétaire sale et de comploter leur sale stratagème. J'ai regardé droit dans ses yeux et j'ai parlé d'une voix dépourvue de toute émotion.
Préparez-vous à être jugé. J'ai livré l'ultimatum. Le faux acte du mari modèle s'est terminé ici, et il était maintenant temps pour lui de recevoir la punition qui lui était due. Le salon est devenu si silencieux que l'on pouvait entendre le bourdonnement du climatiseur depuis le coin du mur. Kevin s'est penché et a ramassé les photos couleurs avec des mains tremblantes. Plus il les regardait, plus son visage passait du blanc pâle au rouge vif d'humiliation et de rage. La vraie nature d'un homme cupide et acculé a finalement fait surface. Il a claqué les photos sur la table, a levé la tête et m'a dévisagé. Son attitude a complètement changé. Il a pointé son doigt vers mon visage et a grogné d'un air menaçant. Il m'a traité de femme sinistre et m'a maudite d'avoir eu le culot d'engager des détectives privés pour espionner son propre mari. Il a tapé sa poitrine, affirmant que s'il n'avait pas dirigé l'entreprise jour et nuit pendant les 3 dernières années, Innovatech aurait fait faillite il y a longtemps. Il croyait illusoirement qu'il était le plus grand contributeur, celui qui avait le droit de tout décider. Il a déclaré avec arrogance qu'il avait nommé tous les membres actuels du conseil d'administration et qu'une femme au foyer comme moi n'était pas à sa hauteur. Il a exigé que je déchire tous les documents et que je vive tranquillement comme son épouse trophée. Sinon, il a menacé de me prendre jusqu'au dernier sou et de me jeter à la rue sans rien. J'ai éclaté de rire. Un rire bref, dégoulinant de mépris absolu, a résonné dans la nuit. J'ai fait un pas de plus et j'ai affronté son regard violent de plein fouet. Je n'ai pas ressenti la moindre once de peur face à ces menaces vides. J'ai regardé droit dans le visage tordu de l'homme que j'appelais autrefois mon mari et que j'aimais de tout mon cœur. Notre mariage n'était rien de plus qu'un tas de cendres froides. Maintenant, j'ai déclaré mon ultimatum final d'une voix froide et perçante. D'ici demain midi, vous signerez personnellement les papiers de licenciement de Jessica Martin avec motif valable. En même temps, vous divulguerez immédiatement et de manière transparente tous les biens matrimoniaux et restituerez chaque euro que vous avez détourné des fonds de l'entreprise. J'ai ajouté que s'il le faisait, je pourrais envisager un divorce à l'amiable juste pour lui sauver la face devant les employés. Entendant ces mots, les veines ont sailli sur le cou de Kevin. Il a brisé une carafe d'eau sur la table et a rejeté mon offre avec le langage le plus vulgaire imaginable. Il m'a dit d'arrêter d'avoir des délires de grandeur. Il m'a crié de disparaître de sa vue ce soir. Il m'a dit de ne plus jamais mettre les pieds dans l'entreprise. Je n'ai plus discuté. J'ai calmement pris mon sac à main, je me suis retournée et j'ai marché vers la porte. Le son de mes talons résonnait rythmiquement sur les pavés de la cour. À l'intérieur de la poche de ma veste, un enregistreur audio caché clignotait d'une lumière rouge. Les menaces de prise de contrôle de l'entreprise et son mépris flagrant de la loi qu'il venait de proférer étaient entièrement enregistrés, devenant un atout final indéniable. Le lendemain matin, le ciel de Paris était exceptionnellement clair. Une lumière solaire brillante traversait les fenêtres de la suite d'hôtel où je séjournais temporairement. Je me suis réveillée tôt et je me suis préparée devant un grand miroir. Aujourd'hui, je n'étais plus l'assistante administrative débutante, frêle et timide. J'ai choisi un tailleur pantalon bordeaux autoritaire et ajusté. La coupe nette épousait ma silhouette élancée mais résiliente. Mes talons au noir et pointus frappaient un rythme confiant. J'ai relevé mes cheveux dans un style classique et j'ai appliqué un rouge à lèvres rouge sophistiqué. La véritable maîtresse de l'empire Innovatech s'était enfin réveillée et était prête pour la bataille. À exactement 8 heures du matin, le SUV noir que j'avais appelé s'est arrêté devant le hall du siège social. Je suis sortie de la voiture et j'ai franchi les portes tournantes en verre avec une présence majestueuse. La réceptionniste m'a regardée avec des yeux écarquillés, surprise par ma transformation dramatique. Il n'avait absolument aucune idée que cette femme sophistiquée était la même employée qui avait été giflée à la cafétéria hier. Ignorant les regards curieux autour de moi, je me suis dirigée directement vers l'ascenseur des cadres. Au même moment, un email d'urgence du système RH interne a été envoyé simultanément aux ordinateurs de milliers d'employés à travers la corporation. Le contenu de l'email était très court, mais son pouvoir destructeur était absolu. L'avis indiquait clairement que la secrétaire du PDG, Jessica Martin, était licenciée immédiatement avec motif et exigeait qu'elle remette instantanément ses fonctions et soit escortée hors des locaux par la sécurité. Cet événement a secoué chaque service comme une bombe lâchée dans un lac tranquille.
Des murmures ont éclaté partout. Mais ce n'était pas tout. Le système a envoyé un deuxième avis exclusivement au cadre supérieur. En tant que chef de l'équipe juridique indépendante, Robert Moreau avait envoyé une lettre officielle demandant une réunion extraordinaire du conseil d'administration ce matin-là. La raison de la réunion était soulignée en lettres rouges et grasses. Examen d'urgence concernant l'aptitude morale et les responsabilités financières du PDG. La tempête massive était enfin arrivée, emportant chaque coquille de fausse paix. Je suis descendu de l'ascenseur à l'étage exécutif supérieur où se trouvait la salle du conseil principal. Le couloir était silencieux, et seul le son de mes pas résonnait. Dans ma main, je serrais un classeur noir à couverture rigide rempli des preuves irréfutables que l'avocat Robert Moreau et moi avions passé toute la nuit à préparer. Mon cœur battait puissamment. J'ai pris une profonde inspiration de l'air froid, j'ai gardé la tête haute et je me suis dirigé vers les lourdes portes en bois. Les deux portes massives avec des sculptures complexes. Au-delà de ces portes se trouvait le nid des traîtres, et c'était aussi l'endroit où je récupérerais la justice de ma famille. Le secrétaire debout devant les portes de la salle du conseil a paniqué énormément en me voyant. Il a écarté les bras à la hâte pour bloquer le passage, bégayant qu'une réunion à huis clos de haut niveau se déroulait à l'intérieur. Il a insisté sur le fait qu'aucun personnel non autorisé n'était autorisé à s'approcher. Je l'ai transpercé d'un regard perçant. Sous la pression invisible et irradiante de la femme en tailleur rouge, le secrétaire a reculé et a inconsciemment baissé les bras. J'ai calmement passé devant lui et j'ai poussé les lourdes portes en acajou des deux mains. Les charnières ont émis un grincement sec, brisant l'atmosphère tendue à l'intérieur. Les portes se sont ouvertes en grand. Chaque regard des membres du conseil d'administration et du comité d'audit s'est tourné vers moi alors que je faisais irruption. Kevin était assis à la tête de la table. Son visage était émacié et ses yeux étaient injectés de sang à cause de l'insomnie et de l'anxiété. Me voyant entrer d'un pas confiant, il a réagi comme un serpent dont la queue avait été piétinée. Il a claqué son poing sur la table et a hurlé d'appeler la sécurité et de jeter cet intrus dehors immédiatement. Je n'ai prêté aucune attention à sa rage désespérée. J'ai marché lentement et fermement vers le centre de la table de conférence ovale. J'ai regardé un par un les visages expérimentés assis autour de la table. La plupart d'entre eux étaient des actionnaires majeurs et des personnalités influentes qui avaient surmonté des épreuves avec mon père pour bâtir l'entreprise. Ils m'ont regardé avec des yeux surpris, certains fronçant les sourcils, semblant chercher dans leur mémoire qui était la femme debout devant eux. J'ai claqué le classeur noir avec force sur la table en verre. Le claquement sec a attiré l'attention de tous. J'ai redressé mon dos, posé les deux mains sur la table et parlé d'une voix très claire et distincte. Mes paroles portaient le poids de la véritable autorité. Mon nom est Chloé Leclerc, fille du fondateur de la société Innovatech. Je suis la représentante légale détenant 51% des actions de contrôle et l'actionnaire majoritaire avec le pouvoir de vote le plus élevé. Et enfin, je suis la seule épouse légale du PDG Kevin Dubois. Toute la salle du conseil est tombée dans un silence étrange. Ma déclaration a complètement brisé la fausse autorité que Kevin avait passé 3 ans à construire méticuleusement et a officiellement renversé la donne de ce jeu de vie ou de mort. Mon apparition soudaine et ma déclaration d'identité ont envoyé des ondes de choc massives à travers la pièce. Tout le corps de Kevin est devenu rigide comme frappé par la foudre, et il a serré la mâchoire si fort qu'il en a presque saigné. Il a ouvert la bouche pour argumenter, mais sa gorge s'est nouée et aucun mot n'est sorti. Les membres seniors du conseil ont commencé à murmurer. Arthur Lefebvre, vice-président du conseil et le plus proche confident de mon père, s'est levé brusquement. Il a ajusté ses lunettes de lecture, m'a regardé intensément, et en reconnaissant les traces de mon père sur mon visage, ses yeux se sont remplis de larmes. Je n'ai pas perdu une seule seconde. J'ai ouvert le classeur noir et j'ai fait le tour en distribuant des copies des documents de preuve directement à chaque membre du conseil. Le son des pages qui tournaient résonnait rythmiquement. Je me suis tenu au centre de la salle du conseil et d'une voix aussi tranchante qu'une lame, j'ai détaillé les fraudes astronomiques de Kevin une par une. J'ai prouvé le plan élaboré de blanchiment d'argent montrant que des millions d'euros de fonds d'entreprise avaient été intentionnellement et illégalement virés par Kevin directement à 3 sociétés écrans de médias.
J'ai ensuite clairement révélé les liens familiaux directs entre les PDG enregistrés de ces entreprises et Jessica Martin. La sale vérité qu'il avait détourné des fonds d'entreprise pour soutenir sa maîtresse était ostensiblement exposée en noir et blanc sur les documents bancaires certifiés. Alors que les actionnaires seniors, en particulier le vice-président Lefebvre, lisaient les documents, la couleur a quitté leur visage. Le visage de Lefebvre est devenu rouge vif de fureur et ses mains tremblaient alors qu'il serrait les papiers. Il a claqué la pile de documents sur le bureau et a maudit Kevin, le traitant de voleur ingrat et éhonté qui volait la sève de l'entreprise. Kevin est tombé dans une panique extrême, son front dégoulinant de sueur froide. Il s'est débattu désespérément, essayant de trouver des excuses avec la logique la plus alambiquée. Il a insisté sur le fait qu'il s'agissait d'un investissement commercial légitime pour étendre la division des médias de la corporation avant d'obtenir des capitaux extérieurs. Il a nié avec obstination tout lien avec des groupes d'intérêts extérieurs. Il m'a calomnié, affirmant que j'essayais de diffamer le PDG avec des documents falsifiés par vengeance personnelle. Son entêtement éhonté a poussé la tension dans la salle du conseil à son paroxysme absolu. Tout le monde me regardait, attendant ma contre-attaque finale. Je n'ai même pas scié face à la calomnie éhontée de Kevin. Un homme qui se noie s'accroche à une brindille. J'ai souri froidement, j'ai sorti mon smartphone de la poche de mon tailleur et je me suis dirigé nonchalamment vers le pupitre de commande du projecteur central. J'ai connecté le câble et projeté l'écran de mon téléphone en grand sur le mur blanc à l'avant de la table de conférence. La lumière du projecteur a frappé le visage pâle et terrifié de Kevin, créant une scène cruelle et pathétique. J'ai appuyé sur le bouton de lecture de la vidéo de surveillance. Les images haute définition montraient Kevin et Jessica s'embrassant et flirtant sur le canapé dans cet espace très sacré il y a seulement 2 mois. L'audio diffusé par les haut-parleurs de la salle du conseil était d'une clarté cristalline. La voix aiguë de la maîtresse le suppliant de chasser l'épouse de la maison. Et puis le son le plus horrible a résonné. La voix froide et calculatrice de Kevin, détaillant avec assurance le complot visant à vider les actifs essentiels. Il a explicitement exposé la conspiration visant à utiliser les fonds d'investissement de Capital Sommet pour vider Innovatech et ensuite me forcer à divorcer de lui pour compléter le vol. La propre voix de Kevin dans la vidéo est devenue la lame fatale qui a transpercé toutes ses fausses excuses. Toute la salle du conseil a éclaté de fureur. Même les actionnaires neutres qui étaient restés silencieux jusqu'à présent ont claqué leur bureau, protestant contre la décadence morale du PDG et les graves violations du droit fédéral. Le vice-président Lefebvre s'est redressé, le visage rougi de colère, et a bruyamment exigé que la réunion soit suspendue immédiatement pour rédiger un rapport d'incident. Kevin a complètement perdu la force de résister. Alors que ses jambes tremblaient et le lâchaient, son corps massif s'est effondré dans le fauteuil en cuir, et il a enfoui sa tête dans ses mains. Sa fierté, sa réputation et sa fausse richesse ont été complètement détruites en seulement 15 minutes. Le chef du comité d'audit s'est levé et a annoncé une motion visant à suspendre immédiatement toutes les fonctions du PDG Kevin Dubois et à la soumettre au vote. En même temps, tous les documents de preuve seraient scellés et remis directement aux procureurs fédéraux. Le coup de grâce avait été porté, et le traître allait enfin recevoir la sentence qu'il méritait pour ses crimes. Juste au moment où le chef du comité d'audit terminait de proposer le vote pour le licenciement, les lourdes portes en bois de la salle du conseil ont été violemment rouvertes. Jessica Martin a fait irruption, haletante. Ses cheveux étaient en désordre, et son maquillage était ruiné par les larmes et le mascara coulant sur ses joues. Elle a complètement ignoré la présence des puissants actionnaires assis tranquillement autour de la table ovale. Elle a couru droit vers Kevin, qui était affalé de désespoir. Elle a saisi les revers de son coûteux costume et a hurlé, exigeant qu'il intervienne et arrange cela immédiatement. Elle a pleuré et s'est plainte que les RH avaient fait venir la sécurité, pris d'assaut son bureau, et emballé ses affaires dans un carton, la jetant hors du bâtiment comme une criminelle. Jessica a secoué frénétiquement les épaules de Kevin et a exigé qu'il signe un ordre de licenciement du directeur des RH qui avait osé toucher à son poste immédiatement. Kevin a lentement relevé la tête. Ses yeux étaient injectés de sang comme une bête acculée. Au lieu de calmer sa maîtresse comme il le faisait toujours, il a serré la mâchoire et a giflé Jessica de toutes ses forces.
La force d'un homme fort alimenté par la haine l'a déséquilibrée et elle s'est effondrée sur le sol moquetté. Kevin a bondi sur ses pieds, déversant toute sa rage, son humiliation et sa terreur sur la femme qu'il considérait comme la source de tous ses désastres. Il a pointé le visage de Jessica et l'a maudite dans le langage le plus vulgaire imaginable. Il l'a traitée de sotte, de chercheuse d'or inutile dont la cupidité sans fin avait ruiné sa glorieuse carrière et tout ce qu'il possédait. Dans un geste lâche, il a rejeté toute la faute sur elle, affirmant devant le conseil que Jessica l'avait séduit avec son apparence et l'avait manipulée pour commettre des actes contraires à l'éthique. Il a nié tous ses sentiments, affirmant qu'il n'était rien de plus qu'une victime d'un piège à miel sophistiqué tendu par Jessica. Tenant sa joue enflée, Jessica a regardé avec horreur l'homme qui lui avait promis son âme changer d'attitude et la mordre impitoyablement en retour. Son regard est tombé accidentellement sur le grand écran du projecteur mural. La vidéo était en pause sur la scène d'eux s'embrassant sur le canapé, complotant pour voler les actifs de l'entreprise. Elle s'est complètement effondrée. L'humiliation extrême d'avoir son vrai visage exposé comme briseuse de ménage devant tous les cadres supérieurs a brisé le dernier fil de sa raison. Hurlant comme une folle, Jessica a sauté et a commencé à griffer le visage de Kevin. Elle l'a maudit, le traitant de lâche, de bon à rien irresponsable pour l'avoir utilisé et jeté. Les deux traîtres qui dormaient autrefois dans le même lit et complotaient pour voler le sang et la sueur de ma famille se mordaient et se battaient maintenant sur le sol de la salle du conseil comme deux chiens sauvages se disputant des restes. Le vice-président Lefebvre a froncé les sourcils devant cette scène sale et laide. Il a claqué son bureau avec force et a ordonné à l'équipe de sécurité d'intervenir. 6 gardes de sécurité costauds en uniforme noir sont entrés immédiatement. Avec une efficacité professionnelle, ils les ont maîtrisés tous les deux, leur ont tordu les bras derrière le dos et les ont traînés hors de la salle du conseil. Leurs malédictions vicieuses et leurs voix hurlantes se sont estompées, disparaissant complètement derrière les portes de l'ascenseur qui se fermaient. La spacieuse salle du conseil a retrouvé son silence original, mais l'air était encore lourd de colère et de choc. Les ordures de la maison avaient été entièrement nettoyées. Maintenant, il était temps pour moi de reconstruire personnellement l'empire que mon père avait bâti sur les ruines. Le renvoi disgracieux du PDG, suivi de la fraude financière, a créé un vide de pouvoir massif à un moment très délicat. Dans une semaine seulement, une délégation de haut niveau de Capital Sommet devait arriver à Paris pour la dernière série de négociations afin de décider d'investir des centaines de millions d'euros dans Innovatech. C'était un projet crucial pour l'orientation du développement de notre technologie de base. Perdre le PDG juste avant d'obtenir l'investissement jetterait évidemment l'entreprise dans un chaos extrême. Plusieurs actionnaires dans la salle du conseil semblaient incroyablement anxieux. Ils se chuchotaient, craignant qu'un accord de plusieurs milliards d'euros ne parte en fumée à cause de ce terrible scandale personnel. J'ai calmement rassemblé les documents de preuve sur la table en verre, je me suis tourné pour faire face à l'ensemble du conseil d'administration, et je me suis redressé avec un ton digne et clair et une attitude confiante forgée par le sang entrepreneurial inébranlable de la famille Leclerc. J'ai fermement présenté un plan de résolution de crise. J'ai recommandé le vice-président Lefebvre, un vétéran très respecté dans le monde des affaires et le plus ancien membre fondateur, pour le poste de président par intérim du conseil d'administration. Sa présence servirait de pilier solide pour stabiliser l'atmosphère interne pendant cette transition turbulente et maintenir la confiance de nos partenaires stratégiques. Concernant les opérations quotidiennes, j'ai déclaré que moi, en tant que représentante de l'actionnaire majoritaire, j'interviendrai personnellement en tant que PDG par intérim devant l'ensemble du conseil. J'ai promis de résoudre le désordre financier laissé par Kevin dans les plus brefs délais et de colmater toutes les brèches par où les fonds fuyaient. En même temps, j'ai annoncé que je dirigerais personnellement l'équipe de négociation et parlerais directement avec la délégation de Capital Sommet. Pour gagner la confiance absolue de tous, j'ai demandé au secrétaire de rallumer le projecteur, et j'ai clairement présenté un plan de restructuration pour chaque département et une stratégie de monétisation. C'était à l'origine l'héritage stratégique innovant de mon père que Robert Moreau et moi avions passé toute la nuit à adapter à la réalité actuelle. Les chiffres précis, la vision stratégique astucieuse et la détermination sans compromis ont complètement conquis même les actionnaires seniors les plus expérimentés et les plus critiques. Le vice-président Lefebvre a hoché la tête à plusieurs reprises, exprimant des paroles de grande éloge.
Derrière ses lunettes de lecture, ses yeux brillaient de fierté pour la fille résiliente de son vieil ami. Le chef du comité d'audit a immédiatement appelé à un vote ouvert. 100% des membres du conseil ont levé la main en accord unanime. Les résolutions de nomination et de renvoi ont été adoptées instantanément, là, à la table. Les décisions ont pris effet au moment où le maillet a frappé le bureau. À partir de ce moment-là, Chloé Leclerc a officiellement renversé la situation. Je suis montée sur la scène brutale des affaires françaises pour protéger et faire fructifier le précieux héritage de mon père. Cet après-midi-là, j'ai ordonné au personnel administratif de déménager toutes mes affaires personnelles du bureau exigu ressemblant à un débarras au 3e étage vers l'espace exécutif spacieux du bureau du PDG. La toute première chose que j'ai faite en prenant le contrôle du bureau a été de faire venir une équipe de nettoyage et de désinfection professionnelle. J'ai ordonné de jeter tout cet ensemble de canapés en cuir coûteux et de remplacer tous les stores de fenêtres. Je ne voulais pas laisser la moindre trace sale et laide de ces deux criminels dans cet espace de travail sacré dans lequel mon père avait mis tout son cœur. Sous la direction de faire de la nouvelle PDG par intérim, une purge interne massive a officiellement commencé. La nouvelle que Kevin avait été destitué de toute autorité et expulsé par la sécurité s'est répandue comme une traînée de poudre en un instant. Ceux qui le courtisaient autrefois et partageaient ses profits corrompus sont immédiatement tombés dans un état de panique pure. Ils savaient très bien que le réseau de sécurité interne que je gérais personnellement avait exposé toute la chaîne de corruption jusqu'à ses racines. Le lendemain matin, le directeur financier et le directeur des projets médias faisaient la queue devant la porte de mon bureau. Leur visage pâle et leur corps tremblant. Ils ont apporté des piles de grands livres secrets et de classeurs, soumettant volontairement toutes les preuves prouvant les ordres illégaux de Kevin, essayant de réduire leur peine en coopérant. Ils ont avoué tout le processus de blanchiment d'argent et m'ont supplié de les épargner et de ne pas les livrer à la police judiciaire. J'ai accepté ces documents falsifiés avec une expression froide. Et j'ai immédiatement signé des ordres suspendant toute la faction corrompue et leur retirant l'accès à tous les systèmes en attendant un audit complet. J'ai dépensé une fortune pour faire venir des cabinets d'expertise comptable nationaux de premier ordre, les faisant travailler jour et nuit. Les experts ont minutieusement enquêté et vérifié chaque petit chiffre et chaque reçu suspect des 3 dernières années. Les lacunes financières causées par l'honteux détournement de fonds vers des sociétés écrans ont été progressivement comblées avec la coopération des autorités bancaires fédérales. Les millions d'euros de fonds détournés ont été gelés avec succès et le processus de restitution intégrale à l'entreprise était en cours. La corporation a subi une chirurgie majeure brutale mais décisive pour exciser complètement la tumeur maligne qui rongeait sa force vitale. De nombreux managers incompétents et corrompus ont été immédiatement remplacés par de jeunes individus talentueux dont l'éthique avait été vérifiée. Malgré les changements massifs de leadership, le moral des milliers d'employés a atteint des sommets inégalés. Une discipline propre, juste et à toute épreuve a été strictement rétablie. Comme si une machine rouillée avait été lubrifiée avec de la nouvelle huile, Innovatech débordait d'énergie, se préparant à un bond en avant majeur sur le marché boursier. Les procédures légales ont avancé avec une rapidité étonnante sous l'absolue rigueur de la loi. Mon cas de divorce a été rapidement traité par le tribunal de grande instance de Paris en une seule audience. Grâce à l'aide dévouée de Robert Moreau et aux preuves indéniables d'adultère et de disposition illégale des biens matrimoniaux, Kevin a été jeté dehors pratiquement sans un sou. Le tribunal l'a déchu de tous ses droits sur le domaine de Neuilly-sur-Seine. En même temps, il a été condamné à payer pour diffamation, détresse émotionnelle et les pertes financières que j'ai personnellement subies, le laissant noyer sous des millions d'euros de dettes. Mais la véritable tragédie pour les Cupides ne s'est pas terminée devant le tribunal civil. Dès que la procédure de divorce s'est conclue, les procureurs fédéraux ont immédiatement lancé leur enquête. Le ministère de la Justice a décidé de l'inculper de charges criminelles. Kevin a été arrêté pour fraude par virement bancaire aggravé et détournement de fonds d'entreprise, menotté d'acier froid. À l'audience fédérale publique, la figure digne de l'ancien PDG qui commandait autrefois le monde de l'entreprise avait complètement disparu. Kevin portait une combinaison de prison rayée, affalé sur le banc des accusés avec un corps frêle. Il gardait la tête profondément inclinée, incapable de rencontrer le regard de quiconque.
Le juge fédéral a prononcé une peine appropriée de 15 ans dans un pénitencier fédéral. Sa cruelle complice Jessica Martin n'a pas non plus pu échapper aux mailles de la justice. Les dossiers d'enquête détaillés ont révélé qu'elle était l'intermédiaire la plus cruciale dans la création des sociétés écrans, la falsification de documents officiels et l'acceptation de pots de vin commerciaux de sous-traitants. Les fausses larmes et les récits larmoyants qu'elle a déversés au tribunal n'ont pas pu effacer les crimes massifs qu'elle avait commis. Le juge a claqué le maillet et a condamné Jessica à 10 ans de prison. Les deux personnes qui ont ignoré la décence humaine et ont tenté de voler le sang et la sueur de ma famille avec des méthodes méprisables, ont finalement dû payer un lourd tribut, sacrifiant leur jeunesse et tout leur avenir derrière de froides barres de fer. Les méchants ont été punis, et justice a été rendue de la manière la plus complète et la plus impitoyable. Exactement un an s'est écoulé depuis que la tempête de la purge interne a balayé la corporation. Sous ma direction ferme et ma pensée stratégique acérée et décisive, Innovatech a non seulement parfaitement navigué à travers la crise, mais a aussi pris son envol, plus forte que jamais. Les négociations tendues avec Capital Sommet ont été un succès massif dépassant de loin nos attentes. Et avec cet immense financement, nous avons achevé et lancé un produit technologique innovant nommé le Connex. Il s'agissait d'une micropuce d'IA de nouvelle génération développée et fabriquée directement par les cerveaux d'ingénieurs français. Le lancement de ce produit est devenu un tournant historique, inscrivant fièrement le nom d'Innovatech sur la carte mondiale de la technologie. La conférence de presse pour le lancement du nouveau produit s'est tenue en grande pompe dans le hall principal du Palais des Congrès de Paris. Les flashs des caméras de centaines de médias crépitaient constamment au milieu des applaudissements retentissants de nos partenaires stratégiques et de nos employés. Je me suis avancé vers le podium central. Je portais un tailleur pantalon blanc sophistiqué, spécialement conçu. Avec un sourire confiant, j'ai clairement présenté les performances supérieures de la micropuce le Connex et ses applications pratiques. Le charisme, le comportement posé et l'intellect aiguisé d'une véritable femme leader brillaient de mille feux, écrasant complètement tous les doutes malveillants persistants quant à mes capacités de gestion. Une fois la présentation technique terminée, un journaliste financier chevronné s'est courageusement levé et a posé une question sur les rudes épreuves personnelles que j'avais dû endurer par le passé. Devant des centaines de personnes attendant ma réponse, j'ai affronté mon passé calmement. J'ai souri doucement, j'ai regardé droit dans les objectifs des caméras et j'ai parlé avec une conviction inébranlable. Je ne suis jamais défini par, ni ne serai jamais brisé par, un mariage raté ou une trahison méprisable. Les difficultés et les épreuves sont simplement la forge qui trempe la volonté de faire et la ferme résolution d'un leader, les rendant encore plus fortes. Cette nuit-là, après la conclusion de la fête de célébration réussie, je suis retourné à mon bureau au dernier étage de la tour. Je me suis tenu tranquillement devant les baies vitrées, j'ai pris une gorgée de vin rouge doux amer et j'ai contemplé les lumières scintillantes et infinies de l'horizon de Paris. Alors que la nuit s'épaississait, les lignes de voitures en contrebas se déplaçaient sans cesse comme le flux incessant d'une vie affairée. Ayant vécu de nombreux rebondissements et événements douloureux, j'ai soudainement réalisé une vérité profonde. Dans cette société, le pilier de soutien le plus solide et le plus sûr d'une femme ne se trouve jamais dans les vœux d'amour fragiles d'un homme ou un simple morceau de papier comme un certificat de mariage. L'arme la plus puissante pour se protéger est la capacité d'être financièrement indépendante, un intellect affûté, et le pouvoir de renaître fièrement de ses cendres pour bâtir son propre empire glorieux de ses propres mains.